À l'image des premiers mois du quinquennat, le gouvernement réécrit le Code du travail en recourant aux ordonnances. Les modifications n'ont pas la même ampleur qu'en septembre 2017, bien sûr, mais plusieurs domaines sont toutefois concernés. Temps de travail, activité partielle, suspension du contrat de travail, droits pour les demandeurs d'emploi, CSE, etc. Quant à l'objectif, il n'est assurément pas le même qu'en 2017, puisqu'il s'agit aujourd'hui de limiter l'impact de la crise sanitaire causée par le coronavirus. L'idée est, pour reprendre les mots du gouvernement, de concilier l'impératif absolu de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et la nécessaire préservation de la continuité de notre activité économique et sociale, cruciale pour surmonter dans la durée la crise que nous traversons. Sans entrer dans les détails relatifs à chacun des domaines impactés, ce que d'autres intervenants à ce colloque virtuel ont très bien fait par ailleurs, je les en remercie encore vivement au nom de tous les organisateurs de ce colloque un peu particulier, je voulais m'interroger sur le sens, sur les conséquences de ces modifications. A priori, la réponse à cette interrogation est évidente. Il s'agit d'adapter le droit du travail à la situation particulière à laquelle nous sommes confrontés. D'accord, mais cette adaptation ne risque-t-elle pas de se muer en menace pour les droits des travailleurs? Est-ce que les choix, ou certains choix en tout cas, réalisés par le gouvernement pour adapter le droit du travail à cette crise sanitaire ne sont pas susceptibles de constituer une menace pour les salariés? Alors, l'adaptation du droit du travail à la crise sanitaire et économique causée par la propagation du Covid-19 était, je le disais, sans nul doute nécessaire. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ce qu'il faut relever, c'est que cette adaptation s'opère en réalité dans deux directions différentes. Certaines mesures permettent à l'employeur d'amortir les conséquences du confinement et de l'inactivité qui en résulte pour son entreprise en mettant en repos ses salariés. Ces mesures cherchent ainsi à maintenir le tissu économique, à éviter que des entreprises ne ferment et donc à préserver l'emploi. D'autres dispositions permettent au contraire aux entreprises de poursuivre leur activité. Recours au télétravail, bien sûr, mais aussi possibilité, dans les secteurs dits particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale, de mobiliser davantage les salariés de l'entreprise en augmentant la durée pendant laquelle ils peuvent travailler. Et ce, parce que le pays a grand besoin de leur travail pour faire face à la pandémie. Il ne s'agit plus ici de gérer l'inactivité des entreprises, et partant des salariés, mais à l'inverse, de favoriser l'activité. Je le redis, cette adaptation du droit du travail aux conséquences de l'épidémie se comprend aisément. Elle se comprend en tous les cas bien davantage que lorsqu'elle n'est justifiée, l'adaptation du droit du travail, que par des raisons ou des arguments économiques, comme cela a presque toujours été le cas lors des dernières réformes. Il n'empêche, cette adaptation, certes non prévue, s'inscrit dans un mouvement global de déconstruction, d'affaiblissement du droit du travail, de réduction des droits des salariés qui ne peut qu'inquiéter. Certes, il s'agit de demander aux salariés de participer à l'effort collectif commandé par la pandémie, et un tel effort est parfaitement admissible, mais il l'est uniquement s'il reste temporaire, limité, et qu'il est partagé avec d'autres. Alors, temporaire, l'effort semble l'être. Certaines mesures, comme le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE, ne sont applicables que pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. D'autres, comme les dérogations prévues en matière de temps de travail, cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020. Cela reste temporaire, en effet, sous réserve que le délai ne soit pas prolongé, mais c'est un temporaire qui dure, 9 mois. Des syndicats ont d'ailleurs rappelé que les dérogations au droit du travail devaient rester exceptionnelles et provisoires. Et la date du 31 décembre 2020 a été critiquée par les organisations syndicales car elle sème le doute sur le caractère sanitaire de l'urgence. C'est vrai qu'au dernier trimestre de cette année, il faut espérer que la crise sanitaire sera derrière nous. Et si donc ces mesures dérogatoires sont toujours en vigueur, ce n'est plus l'urgence sanitaire qui les commandera, mais c'est une urgence économique qui ne dit pas son nom. Limité, proportionné, l'effort l'est pour certaines mesures. Par exemple, seules les dates de 6 jours de congés payés et de 10 jours de repos peuvent être imposées ou modifiées par l'employeur. La mesure n'a pas été généralisée à tous les congés payés et à tous les jours de réduction du temps de travail ou de repos prévus par les conventions de forfait ou affectés sur les comptes épargne-temps. De plus, pour les jours de congés payés, l'employeur ne peut imposer ou modifier les dates que s'il y est autorisé par accord de branche ou accord d'entreprise. On peut donc espérer que la négociation permettra de s'assurer du caractère proportionné de cette dérogation.
Limiter l'effort semble l'être aussi s'agissant des dispositions relatives aux durées maximales de travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, les dérogations ne concernent que les secteurs considérés comme particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale. Certes, mais quels sont ces secteurs essentiels? La santé évidemment, mais encore. L'alimentation, l'énergie, la sécurité, jusqu'où cette liste ira? Comme l'a rappelé le Conseil d'État, les activités vitales sont en effet dépendantes du fonctionnement d'autres activités qui leur sont dès lors indispensables. Et si d'aventure la liste des secteurs essentiels s'étendait fortement, l'effort ne serait plus si limité que cela. Alors si l'effort semble limité, c'est aussi parce que pour chacun des secteurs d'activité dits nécessaires, un décret devra préciser, dans le respect de l'objectif de protection de la santé des travailleurs, les catégories de dérogation admises et, dans le respect des limites prévues par l'ordonnance, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l'employeur. En outre, l'employeur qui usera de ces dérogations devra en informer sans délai et par tout moyen le CSE qui disposera d'un délai d'1 mois pour rendre son avis. D'accord, mais outre que cet avis rendu par le CSE pourra être rendu après la mise en œuvre de la dérogation, ce qui signifie que le CSE n'aura pas été consulté en amont, comme c'est en principe le cas, rétablir, même dans la situation toute particulière que l'on vit actuellement, la semaine de 60 heures, c'est un terrible retour en arrière. Un retour en arrière de plus d'1 siècle. Et là, c'est une adaptation qui devient une vraie menace pour la santé des travailleurs concernés. Une menace car les dérogations mises en place touchent un champ spécifique du droit du travail, le droit du temps de travail, qui a toujours été pensé comme un élément de protection de l'individu au travail, de protection de la santé du salarié. Alors est-ce que ces dérogations sont vraiment proportionnées à l'exigence de lutte contre la pandémie? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens moins dangereux pour la santé des salariés que d'augmenter leur durée du travail? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, proportionner, les mesures prises peuvent peut-être l'être si on les regarde de façon globale. Et dans ce cas-là, demandons-nous quelles sont les mesures mises en place en faveur des travailleurs. Il y a le maintien des prestations versées aux demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits, mais ça ne concerne par hypothèse pas les salariés. Il y a indirectement l'élargissement du dispositif d'activité partielle, puisque l'État augmente le montant de l'allocation d'activité partielle qu'il verse aux entreprises, ce qui permet de limiter les conséquences sur l'emploi et d'éviter les licenciements de masse. Mais bon, l'activité partielle est tout de même d'abord un dispositif d'aide aux entreprises, comme peut l'être le report de charges fiscales et sociales. Il y a encore la possibilité pour les entreprises de verser, sous certaines conditions, des primes exonérées d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales, afin d'inciter ou de récompenser les salariés qui continuent à travailler. Certes, mais est-ce que ces primes ne constituent pas une forme de marchandisation de la santé des salariés? Car finalement, il s'agit de verser de l'argent supplémentaire, et à moindre coût pour l'employeur, puisque les primes sont exonérées d'impôts et de charges, verser de l'argent supplémentaire aux salariés qui sont en première ligne, ceux qui prennent le risque de travailler et d'être donc au contact de personnes, clients ou collègues infectés par le virus. On le voit, il n'est donc pas sûr que le compte y soit, que les mesures adoptées soient bien proportionnées. D'ailleurs, d'autres choix ne pouvaient-ils pas être faits en contrepartie des efforts demandés aux salariés? D'autres choix ne pouvaient-ils pas, par exemple, compenser les mesures de flexibilisation du temps de travail? Alors, même si les comparaisons entre pays sont toujours hasardeuses, car les législations et le contexte économique et social sont différents, on peut relever qu'en Espagne, si les travailleurs des entreprises non indispensables pour garantir les services de base se sont vus imposer un congé de 8 jours payé par leur entreprise et qu'ils devront rattraper entre le moment de la reprise de l'activité et la fin de l'année 2020, ce sont des modalités négociées au sein de chaque entreprise, ce qui peut ressembler d'une certaine façon à ce qui a été mis en place en France, le gouvernement espagnol a dans le même temps interdit les licenciements. Les entreprises ne sont pas autorisées à utiliser le licenciement dit objectif, qu'elles peuvent, selon la loi, habituellement invoquer pour force majeure, pour des raisons économiques, techniques, organisationnelles et de production. L'objectif est clairement d'empêcher l'utilisation de ces licenciements express qui ont proliféré après la crise de 2008, lorsqu'un grand nombre d'entreprises ont renvoyé des travailleurs sans motif, mais en toute connaissance de cause, et donc en payant les indemnités dues.
Il ne faudrait donc pas en effet que des entreprises profitent du Covid-19 pour licencier. L'adaptation du droit du travail à cette crise sanitaire que nous traversons se mue alors en menace si l'effort demandé aux salariés n'est pas partagé par tous. Si les mesures d'adaptation en viennent à faire reposer la majeure partie de la pression de la crise sanitaire sur les travailleurs, si elles permettent des abus dans certains secteurs où les employeurs n'hésiteront pas à forcer le travail pour continuer à faire du profit. D'où d'ailleurs l'importance précisément pour éviter de tels abus de lister précisément les secteurs indispensables. L'appel lancé par le ministre de l'économie à toutes les entreprises bénéficiant d'un report de charges ou ayant accès au dispositif d'activité partielle à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes est bien à cet égard le minimum que l'on puisse attendre. Sauf que pour l'heure, ce n'est qu'un avis, un souhait, un vœu pieux, car sur ce point, aucune disposition n'a été prise, ni dans la loi d'urgence sanitaire, ni dans les ordonnances qui l'ont suivi. Alors qu'il était parfaitement possible, qu'il est parfaitement possible, d'interdire aux entreprises concernées de verser pendant une période limitée, elles aussi, des dividendes à leurs actionnaires. Au-delà, que penser des déclarations récentes du président du MEDEF, selon lesquelles il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés, des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire. Que penser des déclarations de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie pour qui il faudra probablement travailler plus que nous ne l'avons fait avant afin de rattraper les pertes causées par la crise sanitaire? Que les salariés vont devoir payer la facture après la sortie de crise, alors même qu'ils en payent déjà le prix, à travers pour beaucoup d'entre eux une diminution de leur pouvoir d'achat parce qu'ils sont en activité partielle. On entend partout qu'après cette crise, rien ne sera plus jamais comme avant, que la solidarité primera. Le président l'a encore rappelé en ce lundi de Pâques. Nous voilà tous solidaires, fraternels, ajoutant qu'il tâcherait de porter en Europe cette ligne d'unité et de solidarité. Si seulement. Mais qu'entend-on aussi? Qu'il faudra des aides et des exonérations de charges pour les entreprises, qu'il faudra côté salarié travailler plus, mais sans gagner plus. On entend comme avant des mesures d'austérité, on entend comme avant des logiques purement comptables, celles qui précisément ont contribué à nous placer dans la situation que l'on vit actuellement, en réduisant notamment drastiquement les moyens des hôpitaux. L'adaptation du droit du travail est justifiée par la situation d'exception, par l'urgence, mais s'il est urgent d'agir maintenant, c'est aussi parce que certains choix ont été faits avant, parce que certaines logiques ont été suivies avant. La logique selon laquelle un État, selon laquelle le monde se gère comme une entreprise. Une logique néolibérale qui place tout sous l'égide des calculs d'utilité économique, qui fait de toute décision le résultat d'un calcul coût-bénéfice. Or, que voit-on encore aujourd'hui, pendant même que nous traversons cette terrible épreuve? Des États se disputer masques et respirateurs aux enchères. Les plus démunis en grande difficulté pour se soigner. Un jeune Américain est décédé du virus parce qu'un centre médical a refusé de le soigner. La logique reste essentiellement marchande, avec trop peu de solidarité. Le discours du grand changement, on l'entendait déjà lors de la crise financière de 2008. Or, que s'est-il passé après celle-ci? Plutôt que de remettre en cause le système, on a intensifié les politiques visant à flexibiliser le marché du travail, les politiques visant à réaliser des gains d'efficience sur les dépenses, notamment dans le domaine de l'éducation ou de la santé. Alors oui, il faut un changement de logique. Oui, nous sommes à un moment de vérité, à un moment de refondation, comme l'a dit le président de la République, ajoutant que le moment est venu de sortir des idéologies et de nous réinventer, lui le premier. Puisse-t-il des vrais? Oui, cet épisode dramatique doit être l'occasion de changer de paradigme et de passer d'une logique de pure efficacité économique, de compétition exacerbée, de concurrence à outrance, à une logique de solidarité et d'entraide. Oui, il faut redécouvrir les vertus de l'État social que dépeint magistralement Alain Supiot, en espérant que cette redécouverte ne soit pas dictée par la seule émotion du moment, qu'elle ne se limite pas à ces temps de crise. On ne peut pas faire appel à l'État social en temps de crise et le nier en temps normal. On ne peut pas habituellement critiquer l'intervention de l'État au nom du libre-échange pour aussitôt faire appel à lui en cas de crise. Les mots de l'écrivaine et militante indienne Arundhati Roy doivent nous habiter. Rien ne serait pire qu'un retour à la normalité, écrit-elle. Et elle ajoute, la pandémie actuelle est un portail entre le monde d'hier et le prochain. Nous pouvons choisir d'en franchir le seuil, traînant derrière nous les dépouilles de nos préjugés et de notre haine,
notre cupidité, nos banques de données et nos idées défuntes, nos rivières mortes et nos ciels enfumés, où nous pouvons l'enjamber d'un pas léger, avec un bagage minimal, prêt à imaginer un autre monde, et prêt à nous battre pour lui. Car au fond, je terminerai ainsi, nous ne luttons pas seulement contre un virus, mais contre un modèle de société.